These are no ordinary people. Vous voyez à gauche, vous connaissez? C'est pas très important. C'est par hasard. George Lucas, J.J. Abrams, ancien et nouveau directeur ou réalisateur de Star Wars. These are no ordinary people. Par contre, ils sont bien impliqués dans une activité tout à fait ordinaire, une interaction sociale. En tant qu'être humain, nous sommes dotés d'une capacité incroyable à interagir. Pensez au bébé qui interagit dans le ventre encore avec la maman, où il y a des, enfin c'est response, stimulus response. Pensez aux jeux de tennis et pensez au débat, discussion, changement de tour de parole. La recherche nous montre qu'un changement de tour de parole à travers toute une série de langues du monde et de cultures du monde prend en moyenne 0,2 secondes. 0,2 secondes, alors que la planification d'un seul mot prend plus de temps. Donc, c'est très complexe ce que nous sommes en train de faire quand nous interagissons. Une activité ordinaire, des êtres humains dotés d'une capacité à interagir extraordinaire dès la naissance et qui se développe tout au long de notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous entrons une langue seconde? Est-ce que nous sommes capables de simplement transférer les mécanismes de turn-take, d'ouverture, de clôture de la conversation, ou est-ce qu'il faut recalibrer ces capacités? Quand on y réfléchit à première vue, il semble bien. Non, on ne va pas réapprendre à prendre le tour de parole. Mais quand vous considérez ces cas qu'on connaît très bien, d'apprenants scolaires qui ont suivi 10 ans, 8 ans, 6 ans de français langue 2, anglais langue 2 à l'école, et qui, après toutes ces années, sont parfaitement capables de faire un exposé monologal, d'écrire une rédaction, mais qui se trouvent démunis de moyens quand il s'agit de s'engager dans l'interaction face à face, surtout en contact spontané et pluriparticipant. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de cet objet résistant à l'acquisition, si vous voulez, que j'aime bien appeler la compétence d'interaction. Ce que je vais faire, c'est vous donner juste 2 mots d'un arrière-fond épistémologique. Pour certains, il sera banal, pour d'autres, il sera peut-être « Ah oui, je n'ai jamais pensé comme ça », mais ça sera très bref. Et je voudrais concentrer la plupart de cette heure qui m'est donnée à vous exposer une série de travaux qu'on a menés à Neuchâtel avec l'équipe, des travaux longitudinaux sur le développement de la compétence d'interaction. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup à the cumulative evidence, c'est-à-dire il y a là quelque chose, là quelque chose, là quelque chose, et quand on commence à les composer, ces choses, on voit the bigger picture. Donc ça, c'est un peu ce que je voudrais faire, et je vais conclure avec une conclusion. Donc, 2 mots d'arrière-fond épistémologique. De la compétence de communication à la compétence d'interaction. Nous le savons tous, nous devons à Himes, les années 70, l'apport d'une vision plus holistique de ce que ça veut dire communiquer, utiliser une langue, s'engager dans un discours. Toutefois, dans une perspective interactionnelle, les développements post-Himesiens ont amené à une grande lacune dans la recherche, à savoir que c'était des développements à dominance monologale. On n'a pas pris en considération le fait que l'apprenant agit pour la plupart dans sa vie dans des contextes dialogiques. Claire Cramsch, par exemple, déjà en 98, parle d'une oversimplified view of human interaction. Un peu plus tard, dans les années 90, on a aux États-Unis Richard Young et John Kelly Hall qui commencent à théoriser, conceptualiser, pas encore sur les bases empiriques systématiques. Et ici, évidemment, dans le monde francophone, des gens comme Marie-Thérèse Vasseur, Georges Aditi, Bernard Pi, Dawson Chunke, qui commencent à s'intéresser à l'interaction, mais on n'est pas encore dans des questions du type « qu'est-ce que ça veut dire apprendre l'interaction ?» On est peut-être dans les questions du type « qu'est-ce que ça veut dire interagir en langue seconde ?» Et donc, il faut attendre des années 2000 pour avoir les premières études systématiques, typiquement longitudinales, qui commencent à se demander « mais qu'est-ce que ça veut dire devenir interactant en L2 ?» Une étude pionnière, par exemple, de Brouwer et Wagner.
EMCA, c'est un courant EMCA, Ethnomethodological Conversation Analysis. Aujourd'hui, on parle souvent de CASLA, Conversation Analysis in Second Language Acquisition. Donc, c'est à l'intérieur de ce courant-là qu'on commence à avoir les premières études empiriques. Donc, la conceptualisation, elle était plus large à un moment donné, mais les premières études empiriques. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment le courant de référence pour parler de la compétence d'interaction, de sa nature et de son développement. Important. Qu'est-ce que c'est la compétence d'interaction? Je ne vais pas vous donner une définition comme ça, mais pensez en termes de méthode, au sens ethnométhodologique du terme. Donc, des procédures systématiques, des procédures pratiques pour gérer des mécanismes génériques de l'interaction. Changement de tour de parole, ouverture, clôture, réparation, etc. Donc, j'insiste sur cette idée de méthode, de procédures pratiques et de procédures qui sont partagées par une communauté. C'est pour ça qu'il y a intercompréhension. C'est pour ça qu'il y a intercompréhension parce qu'on utilise le langage qui est codé, mais c'est pour ça qu'on a des possibilités de s'adapter mutuellement, de coordonner ces activités mutuelles. Des procédures pratiques systématiques. Et c'est là le point où je voulais en venir. Donc, le focus bouge non seulement d'une perspective plus monologale vers une perspective interactive, mais aussi on bouge d'un focus plutôt dominant sur les conventions d'usage, parlant acte de langage, vers une perspective focalisée sur les processus, sur les pratiques de gestion de l'interaction. Et puis peut-être, c'est important aussi de dire, là, ce courant, on travaille uniquement sur les données dites authentiques, c'est-à-dire des données naturelles. L'idée n'est pas que les données expérimentales ou semi-expérimentales ne seraient pas intéressantes, mais l'idée est qu'on essaye de comprendre comment l'apprenant agit, utilise le langage et apprend le langage dans des situations de la vie courante. Alors, ceci, c'était mon petit truc épistémologique pour qu'on soit tous à peu près au clair, parce que je pense que parfois, ce n'est pas facile de tracer la différence entre compétences communication, peut-être compétences pragmatiques et compétences d'interaction. On peut y revenir dans les discussions. Empirical evidence, in a nutshell, comme on dit. Ce que je veux vous montrer, c'est essentiellement ceci. Le développement de la compétence d'interaction consiste en une diversification de ces méthodes, de ces pratiques pour gérer l'interaction. La diversification est importante parce que plus nous avons de moyens pour faire A, plus nous sommes capables de nous adapter aux contraintes situationnelles en faisant A ou à l'interlocuteur, context-sensitive conduct, recipient design conduct. Et donc, la base même de cette idée d'interaction et de compétence d'interaction, c'est le focus sur la capacité d'adaptation mutuelle, d'adaptation situationnelle de l'être humain. Je vais vous amener à travers deux types de recherches qu'on est en train de faire. Le premier volet portera sur les pratiques, ces méthodes, ouvrir la conversation, etc. Le deuxième volet est beaucoup plus récent, c'est sur la grammaire dans l'interaction, c'est-à-dire comment est-ce que nous utilisons certaines constructions grammaticales spécifiquement pour la gestion de l'interaction. Okay? Pour certains et pour beaucoup, ça peut sembler un peu nébuleux peut-être, la grammaire pour interagir, pour communiquer, oui, mais pour organiser l'interaction, mais j'espère que je vais vous montrer un exemple qui vous persuade que ça existe, la grammaire pour l'interaction. Donc, je vais d'abord me concentrer sur les pratiques. Et ce qu'on a fait, essentiellement, on s'est intéressé à analyser comment les locuteurs utilisent leur langue 2 pour gérer des mécanismes génériques conversationnels et comment ça change à travers le temps. Donc, vous allez voir une petite série d'études longitudinales. Et ce que je vais faire, ce n'est pas vous montrer une étude avec une discussion méthodologique, etc., full-fledged. Je vais plutôt vous donner comme ça des snapshots. L'idée étant qu'on peut construire un petit mosaïque à partir duquel on commence à voir un peu les contours du développement de cette compétence. Alors, ce qu'on a fait, c'est en fait, on a pris des éléments qui sont vraiment universels dans l'interaction, turn-taking,
repair, sequence organization, repair c'est réparation, hein, vous comprenez. Sequence organization, ça veut dire la concaténation d'actions comme question-réponse, ou alors l'organisation en séquences plus larges, par exemple les récits conversationnels. On a aussi regardé preference organization, mais je ne vous en parlerai pas. Donc, on s'est demandé cette question, est-ce que ces éléments génériques doivent être recalibrés quand on est en L2? Alors, je commence avec turn-taking organization. Un mécanisme tout à fait basique, sine qua non, pour la coordination sociale. Stivers et al., par exemple, nous parle « There are striking universals in the underlying pattern of response latency in conversation ». Ils nous disent, par exemple, que ce timing du changement de tour de parole semble être universel. Pas tout à fait en microsecondes, il y a des cultures où c'est un peu plus rapide, des cultures, mais cette idée de Sachs, Shegloff, Jefferson originale, que nous allons minimiser les chevauchements et minimiser aussi les gaps et les pauses, et semble être universelle. La première étude de cas, on a suivi Vicente, il a 17 ans, L1, allemand et portugais, il est apprenant débutant. On l'a suivi, c'est une personne au pair qui a séjourné avec une famille d'accueil. Et on l'a enregistré dans une situation stable, hein, pour pouvoir comparer. Natural control of variables, si vous n'avez pas des expériments, vous devez quand même contrôler certaines variables. Quand vous agissez avec autrui, un autre jour, ben, le changement qu'on observe à travers le temps pourrait être expliqué par le changement d'interlocuteur. Donc là, on l'a enregistré continuellement dans les dinner table conversations avec sa famille d'accueil. Et de manière très brève, on a observé 3 changements. Premièrement, un changement en termes de type de tour qui produit. Au début des tours, du format de tour, uniquement de type oui-non, ensuite plus diversifié. Ça n'étonne pas, c'est très interconnecté avec le développement linguistique, évidemment. Deuxièmement, le turn type. D'abord, des tours uniquement réactifs, ensuite réactifs et initiatifs. Et troisièmement, le timing. Et ça, c'est ce que je voudrais vous illustrer. Au début, ce tour était soit assez retardé, donc pas 0,2, mais plutôt 0,4, 0,5 secondes. C'est très fin à entendre. Ou alors des débuts du tour broken start, ça veut dire Et ce que je vais faire pour chacune de ces études, c'est juste vous montrer un exemple pour le début et un exemple pour quelques mois après. Sachant toutefois que nous, on travaille avec des collections de cas. Donc, on a par exemple dans cette étude, regardez, toutes les paires adjacentes questions-réponses, où Vicente répond à une question. On a mesuré les pauses là, les premiers 2 mois, par exemple, et ensuite, on a regardé les derniers 2 mois, exactement le même environnement. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est juste des trucs illustratifs derrière lesquels il y a de la systématicité. Alors, voilà un exemple de questions-réponses. Maman pose une question et Vicente va intervenir et vous allez entendre qu'il va intervenir avec un petit retard. Il faut penser au rythme, hein, si vous n'avez pas l'habitude d'analyser ça. Moi, j'entends tout de suite qu'il y a un retard, mais c'est the next beat d'habitude vient. Et il y a un très grand broken start ici. Et après, il rentre quand, Wally? En 23. Ici, on pourrait à la limite contrer, il est en train de chercher des mots. Mais ici, tu veux plus manger? Non. Aussi un tout petit retard. Tu veux plus manger? Non. Vous entendez un petit retard. Alors, vous allez davantage l'entendre si je vous montre ce qui se passe quelques mois après. Donc, voilà. Quelques mois après, on a des choses de ce type-là, aussi questions-réponses. Enchaînement direct. Hein? Donc, ça, c'est systématique, un changement systématique. Donc, voilà un premier résultat qui, je pense, est aussi intéressant quand on considère qu'est-ce qui nous permet de changer de tour de parole aussi rapidement, étant donné que la planification d'un seul mot coûte plus de temps. Alors, ce que nous faisons, ce que la recherche a montré, c'est que nous anticipons les fins de tour à travers des indices pragmatiques. Une action va se terminer, prosodique,
intonation montante et descendante, et syntaxique. Nous anticipons les fins de tour en suivant la trajectoire syntaxique de l'interlocuteur. Donc, on pourrait se dire, et je pense que ça serait correct, d'interpréter ce résultat aussi comme indiquant une capacité augmentée de Vicente de monitorer la trajectoire syntaxique des tours de ses interlocuteurs. Voilà, premier résultat. Deuxièmement, repair organization. De nouveau, on est dans un truc universel. Par exemple, Dingemans et al. Nous disent repair organization is a universal system for the real-time resolution of frequent breakdowns in communication. Universal system. De nouveau, la question, qu'est-ce qui se passe quand nous intégrons une langue 2? Alors, pour la repair organization, on a étudié des moments où les apprenants rencontrent des lacunes lexicales, word searches, donc des recherches lexicales, et comment ils se débrouillent pour solliciter l'aide d'autrui. Et là, on a suivi une autre personne au pair, Julie, 18 ans, German L1. Elle est B2 à peu près, donc plus avancée. Et on a suivi pendant 9 mois, de nouveau, dans des conversations à table avec la famille d'accueil. Et je vous donne de nouveau le résultat in a nutshell. Ce qu'on observe d'abord, et il est important de dire que Julie, vous allez voir, elle est assez bonne, hein, elle est B2. Elle a suivi 12 ans de français langue 2 à l'école. Au début, soit elle s'arrête in medias res, donc elle ne poursuit pas son projet communicatif, soit elle utilise des moyens très lourds pour demander d'aide. Par exemple, des questions métalinguistiques, comment on dit X, ou le recours à la L1. Ce qui est intéressant pour l'interaction, c'est que ces moyens-là sont lourds dans le sens qu'ils vont stopper la progressivité de l'échange. Ils vont donner lieu à des séquences latérales. Plus tard, après quelques mois, on observe une diversification des manières de faire. Parfois, elle s'arrête, parfois, elle demande une question métalinguistique, mais souvent, elle commence à utiliser des paraphrases, des formulations alternatives, des try marking, c'est-à-dire elle produit un candidat avec intonation montante pour demander un retour, une confirmation ou information. Et ça, c'est des moyens qui, par contraste au premier, moi, permettent à Julie davantage de solliciter de l'aide tout en maintenant la progressivité de l'interaction. Je vous donne 2 exemples. Voilà le début, start of the stay. Marie et Julie sont en train de prendre le thé et je vous le joue. Comment dire français? Sinorodon. Oui. Vous voyez, c'est très typé. Donc, elle est engagée. Elle est clairement engagée dans une recherche lexicale. Vous voyez les allongements syllabiques, vous voyez la question métalinguistique, vous voyez le recours à la L1, allemand. Hein. Et puis, ça donne lieu à une séquence latérale, d'abord répétition, d'abord candidat, ensuite répétition, et en plus une sorte de doing pronunciation, sinon, donc. Et c'est seulement après ce hiatus qu'on reprend le cours de la conversation. Quelque chose de type heavy means for soliciting help. Maintenant, quelques mois plus tard, les choses sont très différentes. Ici, Julie est en train de parler du gérant d'une maison de vacances. Elle ne trouve pas le mot gérant. Donc, de nouveau, vous avez une recherche lexicale. On le voit à travers les phénomènes d'hésitation, de coupure de mots. Et ensuite, elle utilise une paraphrase avec intonation montante, sollicitant l'aide. Et elle reçoit un petit « ouais, j'ai compris » et la conversation peut se poursuivre. Donc, non seulement une diversification de moyens, mais aussi une façon plus compatible, si vous voulez, avec un focus sur la communication plutôt que sur le langage. Maintenant, je ne dis pas que l'un ou l'autre est plus ou moins intéressant, les deux sont intéressants, mais là, vous voyez ce changement, une augmentation de la progressivité, si vous voulez. Dernier mot sur ces résultats-là.
diversification de techniques, diversification de procédures pour faire la réparation. Pourquoi c'est intéressant? Je pense que ça rejoint un peu, Pascal, ce que tu avais montré hier en classe, à travers le temps. Cette diversification, elle est intéressante parce que imaginez comment vous faites, par exemple, comment vous sollicitez de l'aide en classe de langue, comment vous sollicitez de l'aide dans un interview de recrutement, comment vous sollicitez de l'aide dans la conversation spontanée. Bah, il nous faut avoir des moyens qui s'adaptent, qui sont propres à la situation. Donc, de nouveau, cette diversification-là, dans ce petit domaine de la réparation, est symptomatique pour ce qu'on pourrait appeler une augmentation de la capacité adaptative à la situation et aux interlocuteurs en L2. Troisième volet pour les pratiques, sequence organization. Donc, j'ai dit, c'est les questions, par exemple, de paires adjacentes, questions-réponses, mais aussi des séquences plus larges, par exemple, le récit conversationnel. Et là encore, a universal infrastructure for action. Apparemment, c'est ce fait que les tours de parole viennent en paire, et que nous organisons les conversations ou les interactions en séquences qui sont délimitées, nous utilisons des moyens où nous nous signalons mutuellement ce qui va venir, etc., semble être universel. Et je pose la même question, qu'est-ce qui se passe quand nous approprions une L2? Là, nous retrouvons Julie dans cette étude avec son niveau B2, 9 mois. Résultat, alors ce qu'on avait fait, c'est on a analysé comment elle ouvre des récits conversationnels. Ouvrir un récit conversationnel, ça nous semble banal, mais c'est très compliqué en fait, parce que nous devons suspendre la machinerie du turn-taking, sinon autrui va continuer à prendre le tour. Nous devons nous assurer que autrui est prêt à nous écouter pendant un petit moment. Nous devons anticiper le type de récit que nous allons produire pour aider autrui à comprendre, est-ce qu'on attend qu'il va sourire, rire, montrer de l'empathie, etc. Donc, il y a tout un travail interactionnel à faire. Résultat, au début, les récits viennent, bam, in medias res, out of the blue. Plus loin, après quelques mois, et de nouveau, Julie a eu 12 ans de français L2 à l'école. Elle est B2, hein, donc ce n'est pas du tout une débutante. Après que quelques mois, dans la région d'accueil, on voit une diversification de ressources pour ouvrir des récits. Elle commence notamment à avoir des préfaces aux récits, c'est des trucs du type « Ah, tiens, je voulais te raconter un truc ». Et puis, elle déploie des moyens aussi pour signaler tout au début du récit comment le récit est lié à ce qu'on vient de discuter, par exemple. Comment il est cohérent à ce qu'on vient de faire ensemble dans la conversation. Alors, de nouveau, deux exemples. Premier exemple, Marie, la maman d'accueil, et Julie sont en train de parler de Manon, la petite fille de la famille, qui pleure, elle pleure, ça énergie, ça énerve la maman, etc. Donc, Marie est en train de parler de sa propre fille au début. Je vous joue ça. Non, mais c'est fleur qui s'appelle. Oui, et puis, une fois, on est allé à l'école et ils ont trouvé. OK, donc prosodiquement, on a l'impression que c'est en parfaite continuité, mais thématiquement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, il y a une signalisation minimale du fait qu'un récit va débuter avec l'expression temporelle une fois et les temps verbaux évidemment. Et puis, il y a un petit épi, un marqueur de continuation ou de coordination, si vous voulez, qui est très atypique au début de récit, parce que la recherche nous montre, la recherche sur L1, Norrick ou Jefferson nous montre que les récits sont souvent ouverts avec des discontinuation markers, donc plutôt un mais ou par ailleurs ou des choses de ce genre, donc très atypique. Aussi, la pause à la ligne 10 nous montre qu'il y a un problème d'intercompréhension. Une pause de 0,8 secondes, c'est assez long. Julie semble attendre quelque chose de la part de Marie, mais Marie n'est pas alignée à cela. Donc, je vais être très bref ici. On a une projection seulement minimale
par les tons verbaux, etc., et par la temporalité, enfin par l'expression temporelle une fois, du fait qu'un potentiel récit va commencer. On n'a aucun signe à travers lequel Julie signale que oui, je suis en cohérence avec ce que tu viens de dire, je suis à propos, si vous voulez, et il n'y a aucune anticipation du type de récit. Est-ce que ça sera stupid me story, est-ce que ça sera un récit tragique ou autre chose. Maintenant, ça on était en octobre. Et puis là, on est en février, 4 mois plus tard, 4 mois d'immersion. Hein. Là, Marie et Julie, de nouveau, sont en train de discuter à table. Et là, ils parlent du fait, Marie dit en fait que ce n'est pas facile pour un étudiant, une étudiante de trouver un job, et en plus d'un job moyennement bien payé. Et Julie va la contredire à travers un récit. Bon, c'est clair que dans l'idéal, c'est d'avoir un petit job le week-end. Voilà. Et moi, je pense que tu ne trouves pas si facile. Mais moi, je connais une fille qui travaille à la gare, dans le petit bar, tu peux aussi parenter ou une bière. Et voilà. Et elle gagne 20 francs l'heure. C'est pas mal. Ouais. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la préface au récit. Hein. Ensuite, elle gagne 20 francs à l'heure et le récit va commencer, comment elle a trouvé le boulot. Donc, très différent de ce qu'on vient de voir. Déjà, ça commence avec un mais, un disjunct marker qui est assez typique pour les récits. En plus, ce petit mais est très intéressant parce qu'il va projeter, il va anticiper un peu le type d'histoire parce que l'histoire va contredire l'affirmation de maman. Oui, c'est difficile de trouver un job comme étudiant, mais moi, je connais une fille qui en a trouvé un et elle est bien payée. Ensuite, vous avez la présentative, la construction présentative qui introduit un référent assez classique dans les récits. Et vous avez, je trouve assez intéressant, là, une sorte de résonance lexico-sémantique qui exhibe le fait que ce que je vais raconter est thématiquement lié à ce que tu viens de dire. Donc, il y a un travail assez subtil qui est fait ici. Preuve est que les interlocuteurs, enfin pour l'interlocuteur, c'est un travail reconnaissable en tant que tel. On a le un go ahead. Ensuite, on a une sorte d'alignement, c'est pas mal. Et c'est seulement ensuite que Julie va en fait lancer le récit une fois qu'elle a reçu les signaux de l'interlocuteur. Oui, je t'écoute, je suis prête à t'écouter. Donc, de nouveau, nous avons donc, ce qu'on voit ici, ce qui est différent de ce qui précède, c'est on a un travail important préliminaire, on a une projection plus reconnaissable d'un récit, il y a l'indexication du fittedness, de comment le récit va s'ancrer dans ce qui précède, et on a une petite anticipation du type de récit, ça sera un récit contrastif par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, une augmentation de l'adaptation du récit à autrui, recipient design. Donc, de nouveau, avec cette petite étude, nous avons zoomé dans un microcosme tout à fait délimité, l'ouverture du récit. Mais l'ouverture du récit peut nous dire, ce petit microcosme peut nous dire quelque chose sur comment les interlocuteurs, les locuteurs de L2 se mettent à gérer certains principes universaux de l'interaction, sequence organization, progressivité, projection et des choses de ce genre. Donc, je résume ce premier volet. J'ai encore pas mal de temps, n'est-ce pas? Alors, nous avons regardé ces principes organisationnels que vous avez affichés. Nous avons constaté, sur tous ces 3 volets, une diversification des méthodes, des procédures pratiques de gérer ces mécanismes organisationnels, ce qui permet une activité adaptative plus intense et donc finalement un management plus efficace de l'interaction sociale en termes de precision timing, projection, progressivity, etc. On devient plus adaptatif. Ça, c'était mon premier volet analytique, les pratiques. Maintenant, je voudrais passer le reste du temps qui me reste avec le deuxième volet, grammaire pour l'interaction.
Donc, la question que je pose, quel est le rôle des ressources linguistiques là-dedans? J'ai un tout petit peu fait allusion. Et je vais pas vous faire une analyse du développement linguistique. Évidemment, je suis interactionniste, ça m'intéresse dans la mesure où certaines ressources linguistiques nous aident à coordonner l'interaction. Par exemple, certaines ressources linguistiques peuvent être déployées pour garder le tour, pour signaler que je souhaite garder le tour. Par ailleurs, si j'ai dit « Ah tiens, j'ai un truc à te raconter », ça c'est un des moyens par rapport auquel je projette un tour qui est lent et je suspends la mécanique du changement de tour. Alors, nous avons fait une étude sur comment on dit. Nous avons fait une autre étude sur « je ne sais pas ». Et je suis très curieuse de ce que Amanda et Pascal vont nous dire cet après-midi. I don't know. Et Lisa, c'est ça? Oui, voilà. Mais je vais vous parler de comment on dit. Alors, les données sont différentes de ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, on a suivi c'était typiquement des doctorants ou des postdocs qui sont venus à l'université de Neuchâtel, de l'étranger. Et puis ensuite, ils ont suivi un cercle de conversation pour pratiquer leur... C'était pas une instruction, hein, c'était juste, ils se sont rencontrés une fois ou 2 fois par semaine pour converser ensemble. Et on a suivi Malia, qui au début de l'enregistrement était Upper Elementary, donc ça veut dire B1, je pense. C'est ça? C'est à peu près ça. Et voilà ce qu'on a observé. Au début, elle utilise, comme on dit, sans surprise, de manière massivement prédominante, au sens littéral du terme, comme une question métalinguistique. Comment on dit X pour demander une traduction? Maintenant, ce qui est intéressant, ce n'est pas ça, mais c'est que, chemin faisant, à travers le temps, elle développe d'autres fonctionnalités de comment on dit, et notamment, elle commence à utiliser comment on dit comme une sorte de gadget d'item pour garder le tour, floor holding device, et indexer sa recherche cognitive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, elle dit par exemple, comment on dit swimming pool? Et avec le temps, elle va faire, j'ai été, comment on dit, à la piscine. Donc, elle détourne son regard, elle produit un, comment on dit, plus comprimé, un peu une sorte de marqueur plutôt. Donc, je vais vous illustrer ça. Ça, c'est un exemple du début. Et là, on va faire une analyse multimodale. Je ne sais pas s'il y a Pauline, mais elle va être contente de voir ça. Et vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant dans ce cas-là. Alors, vous voyez Malia, et là, elle est en train de parler d'un podcast qu'elle est en train d'écouter souvent, et puis qu'elle ne trouve pas le terme pour télécharger, download. Et elle va s'engager dans une recherche lexicale. C'est toujours Donc, vous avez vu comment elle regarde les interlocutrices l'une après l'autre, interlocuteur, interlocutrice. Alors, elle s'engage dans une recherche lexicale, hésitation, coupure de mots, etc. Ensuite, formulation alternative, on ne sait pas ce qu'elle dit exactement, trageux, quelque chose. Et puis, finalement, elle produit download, mais elle ne reçoit pas de réaction. À la ligne 3, vous voyez une pause, pas de réaction. Donc, elle réexplicite davantage, comme on dit, par une question métalinguistique. Et on voit Théo à la ligne 5 qui nous montre qu'il traite cette question comme une question métalinguistique. Il ne va pas traduire, mais il va confirmer, oui, je peux comprendre download. OK? Donc, déjà à ce niveau-là, une observation, le comment on dit est grammaticalement complet, comme dire complement taking predicate, il y a un complément. Ce n'est pas mis en arrière-plan prosodiquement et ça finit par une intonation montante qui augmente évidemment la pression pour autrui à réagir et la réaction vient tout de suite. Maintenant, au niveau multimodal, c'est aussi intéressant parce que Malia va déployer le regard d'une manière à solliciter la réaction d'autrui. On sait à travers la recherche sur les conversations en L1 que regarder autrui, notamment en fin de tour, est un moyen de solliciter une réaction.
Donc là, elle va regarder Zara durant trageur. Ensuite, elle regarde Marie, download. Et ensuite, elle regarde Théo quand elle dit comment on dit download. Donc, no big deal, n'est-ce pas? OK, c'est comme ça qu'on utilise comment on dit, très clair. Mais ce qui va m'intéresser, c'est que ça va contraster avec ce qu'elle commence à faire plus loin. Et voilà, donc on est quelques mois, je vais voir combien de mois c'est. Toc, toc, 3. Ça, c'est 4 mois plus tard. Donc, Malia est au milieu. Et là, elle va chercher le mot, elle va dire quelque chose comme thought. On a l'impression qu'elle cherche thought en français, mais elle dit en anglais, mais en anglais, lingua franca, thought. Mais elle est en train de chercher, je pense, le mot pour penser en français. Vous allez voir. Et les données sont anonymisées, donc le regard, c'est difficile pour vous à voir. Mais déjà, les gestes vont vous renseigner. Mais c'était ce que je pensais déjà après immatriculé, après être immatriculé. Vous avez entendu le petit, comme on dit? Oui. À peine, hein? Oui. OK. Alors, voilà. Donc, de nouveau, recherche lexicale, phénomène d'hésitation, longue pause, et elle va dire comme on dit. Maintenant, les petits cercles signifient que c'est volume bas. Les flèches comme ça signifient que c'est comprimé, comme on dit. Comment on dit, comme on dit. Très comprimé ici, très rapide. On l'a à peine entendu. Et au niveau multimodal, elle regarde d'abord en bas et ensuite elle regarde, elle fait quelque chose comme, comment on dit? Elle fait quelque chose comme ça. Goodwin et Goodwin, 86, ont traité de ce regard middle distance look, regard dans le vide, comme indexing cognitive search, comme un moyen déployé régulièrement par les gens pour montrer « je suis en train de chercher ». Et si vous montrez ça dans ce contexte-là où il y a hésitation, pause, etc., ben, vous signalez à l'interlocuteur « non, ne m'aide pas, prends pas la parole, moi j'essaie de résoudre moi-même le problème ». Donc, et puis, de nouveau, d'un point de vue conversationnel, ce qui est intéressant, c'est que le comment on dit, évidemment, il n'y a déjà pas de complément et il n'y a pas de réaction au comment on dit. Les interlocuteurs ne traitent pas le comment on dit comme une question, comme une invitation à intervenir. Voilà, ça c'est le overview de ce qu'on a trouvé. En tout, il y avait 118 occurrences de comment on dit dans 5h30 d'enregistrement à travers 3 semestres, oui, donc ça fait 18 mois à peu près. Et puis, en noir, vous voyez comment on dit, utilisé en sens littéral. En blanc, vous voyez que donc, le sens littéral diminue radicalement. En blanc, vous voyez que le comment on dit commence à augmenter dans sa fonction de marqueur de recherche cognitive. Et en gris, c'est aussi très intéressant, il y a une légère augmentation. C'est des cas soit incertains, mais il y a aussi quelques cas, notamment au semestre 3, où elle commence à utiliser, comme on dit, comme une sorte de repair initiator. J'étais au piscine, comment on dit, à la piscine, ce genre de choses. Un peu comme I mean en anglais. Donc, de nouveau, on a une diversification de l'utilisation fonctionnelle de cette multi-word expression. Et cette diversification, parce qu'elle sert le floor holding, l'indexicalisation de ce que je suis en train de faire, la rendre reconnaissable à autrui, on peut parler d'un développement de la grammaire pour l'interaction. Elle commence à utiliser, comme on dit, dans un sens large, pour le management du turn-taking, garder le flow. OK, je résume cette deuxième partie, et puis ensuite je bouge vers une conclusion.
et je pense que le timing est pas mal. Très bien. Alors, dans cette deuxième partie, nous avons vu une routinisation de ce pattern, comme on dit, une diversification dans l'utilisation fonctionnelle, mais aussi des éléments de, j'aime bien grammaticalization-like features, c'est-à-dire une sorte de perte de sémantisme, semantic bleaching, une perte de proéminence prosodique, une petite conflation morphophonologique, comme on dit, et un développement qui s'approche de ce que les L1 font. C'est une seule étude qui est maintenant terminée, publiée. Il y a les résultats convergent avec d'autres études qu'on est en train de mener. Il y a une étude sur « Je sais pas » en collaboration avec Britta Turley qui travaille sur « Nocé ». Et c'est très intéressant, on a des résultats convergents. Au début, je ne sais pas utilisé au sens littéral. Ensuite, ça commence à être des hedging. Oh, il y avait, je ne sais pas, 3-4 bières. Et ensuite, ça commence à être un organisateur interactionnel. Par exemple, quelqu'un dit « Ah, j'ai adoré ce film ». Ensuite, il y a une réponse 10 préférée. Je ne sais pas, l'acteur était pas mal. Et le « je ne sais pas » signale donc à autrui que je vais me désaligner à ce que tu viens de dire. Aussi, Clara Spogmir a travaillé sur « tu vois » au début au sens d'un verbe de perception, ensuite un marqueur interactif sollicitant une réaction d'autrui. Donc, ensemble, ici, avoir une sorte d'évidence cumulative aussi pour le développement de grammaire en interaction. Et Amanda en a parlé, essentiellement le projet intellectuel qu'on a avec quelques collègues, c'est d'essayer de rejoindre les préoccupations sur l'interaction et les préoccupations sur les effets de fréquence, la grammaire, etc. Je pense qu'il y a vraiment des collègues qui ont écrit des articles très intéressants dans ce Modern Language Journal où on essaie de faire les deux choses, analyse conversationnelle et usage-based SLA. Il y a une très jolie aussi discussion de Diana Larson-Freeman dans ce volume. Et vous m'excuserez pour la petite publicité. OK. Je résume le tout et en un slide et je conclue. Alors, on a vu dans la première partie, on s'est concentré sur les pratiques de gestion de tour de parole, de gestion de la préparation. On a vu une diversification qui permet au locuteur de produire une conduite de plus en plus adaptée aux diversités des contextes. Et dans le deuxième volet, on a vu un développement d'une grammaire pour l'interaction où on bouge d'utilisation littérale vers des utilisations comme des marqueurs interactifs. Ça, c'est peut-être le take-home message en termes de résultats. Maintenant, quelques mots de conclusion. La capacité humaine d'interagir évolue tout au long de notre vie, n'est-ce pas? Certes, intuitivement, nous nous dirons, ben oui, mais on a acquis avec L1, après on adapte un tout petit peu. J'espère avoir montré que les choses sont un peu plus tricky pour l'apprenant de langue 2. Quand nous entrons une langue seconde, nous recalibrons nos méthodes pratiques pour gérer les principes organisationnels génériques de l'interaction. J'ai 3 points de conclusion. Mon premier est celui-ci. La notion de compétence d'interaction nous amène hors de la cognition individuelle. Parce que ce qu'il s'agit pour l'apprenant de faire, c'est d'interagir conjointement avec autrui. Donc, nous ne pouvons plus dire que cette compétence est simplement individuelle dès que nous disons qu'elle est adaptative. Et ça pose des challenges, je ne vais pas en parler, ça pose des challenges très, très intéressants. Je pense que dans le domaine, par exemple, du testing, il y a tout un débat sur comment est-ce qu'on a toute cette tradition qui est focalisée sur ce que l'individu arrive à faire seul. Mais dans l'interaction, forcément, ce que je fais est fonction de ce que tu fais. Donc, c'est un enjeu très intéressant. Je voulais juste ouvrir cette piste. Deuxièmement, ce n'est pas le cas qu'une fois acquis le lexique, la morphologie, etc., ben, l'interaction irait de soi. Julie était intéressante. Elle a suivi 12 ans d'enseignement
scolaire. Évidemment, on le sait, l'école fait ce qu'elle peut, mais l'interaction, il n'y a pas beaucoup de place. Et dès qu'elle se retrouve dans un contexte immersif, et là, je pense que les implications pour le domaine didactique seraient aussi intéressantes de discuter, all the flowers bloom, n'est-ce pas? Ça va assez rapidement et elle développe des moyens pour organiser cette interaction. Le troisième point est celui-ci. Nous avons observé dans le deuxième volet la routinisation. J'aime bien le terme de routinisation. Certains diraient grammaticalisation, mais routinisation, c'est du point de vue de l'acteur, c'est dans l'action. La routinisation de ressources linguistiques pour l'interaction. Et je pense, pour moi, c'est un point important. Il ne s'agit pas ici d'une grammaire comprise comme un ensemble abstrait de règles, mais d'une grammaire pour l'interaction adaptative, toujours flexible. Une grammaire qui se développe justement à travers son usage dans l'interaction. Comme Larson Freeman nous dit, par exemple, that language is social in nature stems from the fact that it is used for social action within the context of language use. Et social action veut dire évidemment interaction. Ou, pour conclure avec une citation que j'aime peut-être encore mieux, Bybee et Hopper nous disent « A grammar comes about through repeated adaptation of form to live discourse ». Et je remercie les membres de l'équipe à travers ces études et je vous remercie de votre attention.